Bonjour à tous. Donc, on va commencer avec la première table ronde de la journée. Je suis ravie d'introduire. Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Fanny Robuffat et je rejoins le Centre Artaud depuis janvier, donc assez récemment. Je suis très heureuse de rejoindre le Centre Artaud et avec énormément de joie et de la peur aussi, parce qu'on travaille aussi au départ de nos vulnérabilités, donc c'est toujours engageant. Mais c'est surtout beaucoup de joie d'avoir rejoint ce collectif que je connais depuis 10 ans maintenant et avec lequel je chemine. Grâce aussi, il faut dire, à l'ouverture du Centre Artaud sur l'extérieur lors du stage d'été qui existe depuis une dizaine d'années maintenant et qui permet à tout un chacun qui s'intéresse aux pratiques institutionnelles et à ce qui peut s'y construire. Donc cette année encore, il y aura le stage d'été qui se déroule plus ou moins chaque année entre la mi-juillet et la mi-août. Donc c'est Laure Terrian qui est là, qui s'occupe de coordonner le stage d'été. Donc c'est à cette occasion que j'ai découvert le Centre Artaud il y a 10 ans. Et donc vous pouvez voir que chacun a reçu normalement sous son siège des petits flyers concoctés collectivement par le collectif ces dernières semaines. Donc là, je suis ravie d'introduire cette table ronde où on va discuter avec Pierre Dardot, que j'ai en fait rencontré, découvert en tout cas son travail la même année, en 2014, à l'occasion de la sortie du livre commun, et à l'intérêt que Pierre Dardot portait finalement aux pratiques du commun comme pratiques politiques qui s'intéressent à des formes de démocratie non représentative et des formes de démocratie qui visent la participation, la délibération jusque dans les moindres recoins. Et c'est quelques années plus tard que j'ai rencontré, en 2017, que j'ai rencontré Lucie du groupe SIPSI et qui m'a demandé à l'époque de venir pour une journée de réflexion avec le groupe SIPSI. Cette journée, c'est en 2018. Et donc c'est à cette occasion-là que j'ai découvert le travail qu'il faisait à ce moment-là depuis plus ou moins un peu plus de 5 ans, je pense. En fait, ça fait actuellement une bonne... presque 15 ans maintenant, donc ça faisait déjà un peu plus à l'époque. Et donc de cette initiative citoyenne qui s'est emparée d'une question qui se posait, c'est-à-dire que c'était la question de comment se sentir concerné, comment faire quelque chose à ce à quoi on est confronté, c'est-à-dire la souffrance psychique des concitoyens, des personnes avec lesquelles on vit. Voilà, ils vont pouvoir détailler un peu plus leur travail, mais je vais commencer par donner la parole à Pierre Dardot pour son intervention. Bonjour à tous, merci Fanny. Je crois que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous impose de reconsidérer un certain nombre de schémas et de repenser notamment la question de la stratégie, la question des alliances. Ça a été évoqué dans la présentation qui a été faite, et je crois que c'est quelque chose de très important à mesurer. Et je partirai de l'intitulé que j'ai choisi de donner en réfléchissant à cette question-là avec d'autres à mon intervention ce matin. C'est un titre qui est assez lourd, qui est même assez maladroit. Je vais aussi le déplier. Si vous le dépliez à ce moment-là, vous voyez que vous avez résisté et créé dans l'institution et dans ses marges, puisque et ses marges, ça veut dire et dans ses marges, redoublement de la conjonction qui est quand même quelque chose d'assez maladroit. Moi, je ne suis pas du tout habitué à faire des titres comme ça. Mais en même temps, à la réflexion, je me disais que c'était finalement assez inévitable, non seulement inévitable, mais je crois que c'était souhaitable de sacrifier l'élégance du titre à la précision du point de vue des termes utilisés, parce que les enjeux sont aujourd'hui trop graves pour qu'on se satisfasse d'un certain nombre de formulations lyriques, mais qui en fait sont des écrans et nous empêchent de penser. Nous empêchent de penser à ce que nous devons faire, nous empêchent de penser à la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à ce redoublement. On expliquerai un petit peu la signification tout au long de l'intervention, et je commencerai par la première conjonction, en séparant comme ça de manière artificielle la première partie du titre de la seconde partie du titre. La première partie, c'est-à-dire précisément le fait de résister et de créer. Alors résister et créer,
ça ne va pas de soi. Il y a des gens, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, ça, qui se gargarisaient un petit peu avec la formule résister, c'est créer. Mais justement, je crois qu'il est préférable d'utiliser le et de ne pas considérer que toute résistance est en elle-même et par nature créatrice. Il y a à cet égard des exemples qui montrent que ce n'est absolument pas vrai, que c'est même parfois exactement le contraire, qu'il y a des résistances qui peuvent être opposées à la création, à toute forme de création. Et c'est la raison pour laquelle il me semble très important de mettre l'accent sur ce premier et, sur cette première conjonction. Bien sûr, on a pendant pas mal d'années répété les phrases de Foucault selon lesquelles il n'y a pas de pouvoir, d'exercice du pouvoir sans résistance au pouvoir, et c'est tout à fait juste, mais Foucault n'entendait pas céder à une quelconque exaltation lyrique de la résistance. Il ne désignait surtout pas, contrairement à certaines personnes qui se réclamaient de lui, que la résistance était première. Il disait que le pouvoir c'était relationnel, et que par conséquent il n'y avait pas de pouvoir, pas d'exercice de pouvoir sans résistance, mais il ne magnifiait pas pour autant toute forme de résistance. Et aujourd'hui, ça me semble très important à considérer. La question que nous devons nous poser, c'est de savoir à quelles conditions la résistance peut-elle être créatrice, justement. C'est ça, résister et créer, puisque toute résistance n'est pas nécessairement créatrice. Il faut se demander, par conséquent, quelle est la situation à laquelle la résistance doit aujourd'hui intervenir, opérer, parce que cette situation est lourde de danger, c'est une situation qui n'est pas particulièrement aisée à saisir, parce qu'elle est souvent mouvante, elle est malléable, elle se retourne d'une façon très inattendue, et je partirai simplement d'une réflexion sur ce qui est en train de se construire. Vous avez peut-être entendu parler de la réunion qui s'est tenue dimanche dernier à Madrid à l'occasion du congrès de Vox, un parti d'extrême droite, un parti que j'ai tendance même à considérer comme fascisant, on ne va pas dire plus. Et ce qui est intéressant, il faut toujours apprendre de l'ennemi. Ce qui est intéressant dans cette réunion-là de Madrid, c'est que vous aviez un certain nombre de forces qui avaient quelques dénominateurs communs, pas beaucoup, pas nécessairement beaucoup, mais ce sont des gens qui s'inscrivaient dans une démarche qui avait été inaugurée le 17 novembre de l'année précédente par une session, la session d'un réseau pour les valeurs, ça s'appelle Réseau politique pour les valeurs. Et dedans, il y avait Javier Milei, l'actuel président de l'Argentine. Pour moi, c'est la parfaite incarnation de l'extrême droite néolibérale, avec des traits fascistes très accentués. Et puis, il y avait quelqu'un qui est moins connu, mais qui s'appelle Kass, qui est le président du Parti des Républicains au Chili, qui est un pinochetiste tout à fait déclaré. Et puis, il y avait Eduardo Bolsonaro, qui est le fils aîné du président, de l'ancien président du Brésil, qui a pris la relève, comme il se doit, en tant que fils aîné, qui s'inscrit dans le sillage de ce père. Voilà, ce sont des gens qui sont très... Bon, il y a des divergences. Par exemple, Milei n'est pas du tout souverainiste. La meilleure preuve en est, c'est qu'il a un portrait de Thatcher dans son bureau présidentiel, et qui n'arrête pas de jurer par Thatcher. Et donc, c'est pas vraiment... C'est pas la souveraineté de l'Argentine qui l'intéresse, c'est plutôt les investissements étrangers, la façon dont il les facilite, d'une façon assez d'ailleurs criante et remarquable aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui sont très divers. Néanmoins, ils ont trouvé l'occasion d'affirmer plus qu'une convergence, une espèce de cohérence dans la construction de ce qui commence vraiment à ressembler à une internationale d'extrême droite. Ça a été favorisé par Steve Bannon au début, il y a quelques années. Donc il faut surtout ne pas croire, il faut apprendre de l'ennemi, mais il faut surtout ne pas croire qu'on est protégé contre un tel danger par la distance. Vous savez, la distance qui existe entre nous et l'exotisme. Certains diraient de la pampa, mais en l'occurrence, Javier Milei, c'est pas ça. C'est malheureusement un danger extrêmement concret et un danger qui est susceptible de trouver une forme de traduction dans les pays européens, et notamment en France. Et il y a à cela un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais il suffit de considérer par exemple la façon dont Meloni a été présentée par la représentante, la directrice, la chef, si je puis dire, de la Commission européenne, comme étant une parfaite européenne, tout à fait convaincue de la nécessité de l'Europe, ennemie de Poutine, etc. C'était présenté comme ça, comme si c'était rassurant. Comme si présentait, on dit même Georgia, on ne dit même plus la Mélanie, comme si c'était rassurant, comme si ça pouvait avoir comme effet de
nous faire atténuer le danger que ça représente. Le danger est pourtant assez terrible. Encore une fois, c'est pas, je n'entends pas du tout noircir la situation, mais il faut la regarder de façon lucide. Il faut la regarder d'une manière très lucide. La lucidité, c'est sans doute la première exigence qu'on doit s'adresser à soi-même quand on entreprend de résister à un tel pouvoir. Et il faut regarder ce qui se passe en France. Je prends 2 exemples simplement. Vous avez eu une loi, la loi immigration qui nous concerne tous, qui a été votée, qui est une loi d'extrême droite. Sophie Binet qui l'a dit très justement au nom de la CGT. C'est une loi d'extrême droite, même si elle n'a pas été votée que par les partis d'extrême droite. Et puis vous avez ce qui s'est passé dernièrement, ce qui continue de se passer, de produire sous nos yeux des conséquences terribles. C'est le retour du refoulé colonial en Nouvelle-Calédonie avec la modification arbitraire de la loi sur la composition du corps électoral. Ce sont des choses qui sont quand même très inquiétantes, qui montrent qu'il n'y a pas, comment dirais-je, d'étanchéité parfaite entre ce qu'on pourrait considérer comme une certaine droite classique, qui n'est pas en fait très classique, et puis d'autre part l'extrême droite qui sert assez facilement de repoussoir pour nous faire oublier que le danger est aussi à l'intérieur d'un certain camp politique. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation, en ce qui concerne les institutions, la psychiatrie publique, en ce qui concerne les institutions publiques de manière générale, qui est marquée par un changement assez profond. Il a été question, en effet, des changements opérés sur 30, 40 ans, etc. Mais si on regarde de façon beaucoup plus directe ce qui se passe sous nos yeux, on s'aperçoit que vous avez un jeu de l'État dans son rapport aux institutions des services publics elles-mêmes, qui est un jeu très différent de celui qu'il jouait à une certaine époque, mais qui est très dangereux par les effets mortifères et délétères qu'il est amené à produire. Et en particulier, vous avez justement quelque chose qui me semble très intéressant, c'est à la fois le fait qu'il se désengage, notamment sur le plan financier, ça c'est une évidence absolument criante pour tout le monde, mais le fait également qu'il opère par délégation. La souveraineté étatique n'a absolument pas disparu, mais l'État opère par délégation. Et l'État favorise également des formules qui présentent l'avantage de pouvoir être justement présentées comme étant très légères par rapport aux structures lourdes qui sont celles de l'hôpital public, des institutions publiques. Et ça ne vaut pas uniquement pour l'institution qui représente la psychiatrie, c'est la même chose pour l'éducation nationale, pour l'université, pour beaucoup d'institutions des services publics. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez d'un côté donc, ce qui se passe, le désengagement, et de l'autre côté, des dispositifs qui sont favorisés. Martin en a parlé tout à l'heure, c'est notamment la question des plateformes. Et il faut s'y arrêter parce que c'est assez important. Ça concerne beaucoup de métiers, pas simplement, bien sûr, la psychiatrie, pas simplement la médecine, mais je suis allé dernièrement au Brésil, invité par un congrès des magistrats spécialisés dans le droit du travail. Et ce qui ressort du tableau qui a été fait par les collègues brésiliens est quelque chose de positivement effrayant. Parce que vous avez quelque chose qui se met en place, ce que 2 chercheurs ont appelé la gouvernementalité algorithmique, et qui est une formule remarquable, très bien trouvée. Parce que gouvernementalité, ça reprend l'idée d'orientation chère à Foucault, et c'est exactement ce qui se passe. Les algorithmes, précisément, aident. Alors en l'occurrence, s'agissant des patients, ça aide à trier, ça aide à sélectionner, mais c'est d'autant plus indolore que personne ne peut être dit directement responsable. Il n'y a pas de responsabilité personnelle. C'est quelque chose qui s'efface, c'est quelque chose qui se dissimule, et c'est quelque chose qui est d'autant plus dangereux. Je sais que souvent on parle de la psychiatrie ou de la médecine préventive. C'est un terme, bon, ça fait partie des termes qui sont justement inventés pour endormir la vigilance que l'on se doit d'avoir en permanence en tant que citoyen. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout de la médecine de la psychiatrie préventive, c'est plutôt ce que certains appellent à juste titre une psychiatrie prédictive. Vous savez que maintenant, grâce aux algorithmes, vous avez justement la police prédictive, avec les dégâts que ça peut faire par exemple dans une ville comme Los Angeles. Vous avez quelque chose aussi qui est assez dangereux, qui est la justice prédictive, où de plus en plus on est amené à considérer que ce qui importe, c'est grâce aux algorithmes, la possibilité de prédire ce qui va se passer, mais de prédire dans le comportement d'un individu. On passe d'une certaine forme de régime de vérité, où il y avait cette présomption d'innocence jusqu'à ce que la preuve de la culpabilité soit apportée. On a presque l'impression que ça s'inverse,
et que c'est chaque individu qui est considéré par avance et a priori comme coupable jusqu'à ce que la preuve de son innocence soit admise. Il y a là quelque chose, un renversement qui est extrêmement dangereux et qui concerne de très près la psychiatrie et de manière générale toutes les institutions publiques. Voilà, c'est pour indiquer que c'est un contexte nouveau qui nous impose de repenser la logique de nos alliances. Pourquoi? Parce que nous avons été les uns et les autres habitués à raisonner en termes de coordination entre les organisations, en termes, comment dirais-je, de mise en lien d'organisations qui avaient chacune leur identité et qui étaient prêtes à faire un pas ensemble, mais pas plus. Parce que chacune entendait préserver assez jalousement sa propre identité. La situation dans laquelle nous sommes, en particulier depuis l'échec du mouvement des retraites, est une situation, et avec tout ce que j'ai raconté, est une situation qui est vraiment très différente de celle qu'on a pu vivre par le passé. Et ça nous oblige, en l'occurrence, à poser le problème des alliances d'une nouvelle manière. J'ai fait exprès, j'en viens maintenant à la deuxième moitié du titre, j'ai fait exprès donc de dire dans l'institution et dans ses marges. Et le « et » là aussi impose de reconsidérer justement la logique stratégique. Je ne suis pas du tout un stratège, je prends la stratégie au sens très général du choix des moyens propres à réaliser un objectif qu'on se donne. C'est vraiment le profil bas de la stratégie, et je ne prétends pas être Clausewitz à cet égard. Mais il y a néanmoins, dans la nécessité de tisser un certain nombre d'alliances, des pas en avant, qui sont des pas en avant dans la réalisation et la mise en œuvre de quelque chose de nouveau. Voilà. Et ça justifie le fait qu'on parle de création. Dans l'institution et dans ses marges. Dans l'institution, parce qu'il n'y a pas à déserter l'institution. Parce que justement, la pire des choses, ce serait de fuir, au sens classique, de prendre le maximum de distance à l'égard de l'institution et de faire comme si elle n'existait pas. Et il y a souvent, il y a des gens qui sont tentés par cette attitude-là. Et ça se comprend, d'un certain point de vue, compte tenu des difficultés qui sont celles du fonctionnement de l'institution. Mais en même temps, dans les marges. Et dans les marges. Le « et » doit s'entendre dans un sens qui est, à mon avis, le sens d'une altération réciproque. C'est-à-dire qu'on doit travailler dans l'institution, mais de telle sorte qu'il y a un branchement de l'institution avec les marges de l'institution, et on doit travailler dans les marges de telle sorte qu'il y ait justement un branchement avec ce qui se passe dans l'institution, de telle sorte qu'on puisse appuyer dans l'institution ce qui résiste à l'institué. Parce que Benjamin Royer l'a dit très bien dans un texte, le propre justement de la rationalité néolibérale telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui, c'est de rendre l'institué et sa lourdeur complètement invisibles. On a l'impression qu'il n'y a plus que les plateformes qui mettent en jeu de manière assez souple des rapports entre des individus et quelque chose qui ne s'annonce pas comme une institution. Les plateformes en réalité sont elles-mêmes des institutions, et il faut parfaitement le savoir. Mais il y a une nécessité, la nécessité de ce branchement entre le dedans et le dehors, qui me paraît très importante, c'est-à-dire la nécessité de ne pas faire procéder la résistance de la défense d'identité déjà constituée. On est trop tenté, de par, je le dis, ça me concerne au premier chef, de par notre éducation politique, on est trop tenté de partir justement de la défense d'un certain nombre d'identités, de faire en sorte que ça soit le point de départ. Après, le cas échéant, on peut être amené à s'ouvrir. Non, il me semble qu'il est temps de renoncer à ce schéma-là, à cette logique-là, et de considérer qu'on doit faire ces connexions, ces branchements, dès le début. Alors ça implique quoi? Ça implique que l'on mette en avant quelque chose, alors c'est un mot qui circule beaucoup en ce moment, qui a été utilisé dans un livre qui parle récemment, c'est le mot de composition. Je ne parle pas de recomposition, bien que pour recomposer, il faille composer, et en l'occurrence, le verbe composer lui-même me semble être vraiment un verbe qui condense beaucoup d'enjeux en matière de stratégie. Pourquoi? Bon, vous savez, il y a la composition au sens traditionnel. Il y a un premier sens de la composition. C'est la composition au sens de la diplomatie. Vous savez, on compose avec un ennemi, donc on traite, on négocie, etc. Il y a des gens qui ont fait de cette composition-là, le modèle de la politique. C'est en particulier quelque chose qu'on trouve dans Face à Gaillard, le livre de Bruno Latour, où il est question justement de la nécessité de la composition. Il s'est attiré une réplique d'un anthropologue brésilien que je trouve très, très bien, et qui s'appelle Viveros de Castro, et qui dit en répondant à Bruno Latour, c'est merveilleux,
Bruno Latour veut négocier constamment. Alors, il y a beaucoup dans ce monde de gens qui ne veulent absolument pas négocier. Et l'échec, justement, du modèle de la diplomatie, je ne dis pas qu'il ne faut pas négocier, mais l'échec du modèle de la diplomatie comme modèle politique me semble patent. Donc c'est un terme, c'est une signification du verbe composé que j'aurais tendance à mettre de côté. Et puis il y a un autre sens, c'est le sens, vous savez, on compose un tout avec des éléments en additionnant et en sommant des éléments. Mais est-ce que nous cherchons à composer un tout? Est-ce que l'objectif doit être en matière de stratégie de composer un tout supérieur à la somme des éléments? Ça me semble être assez contestable, d'autant plus que Foucault avait très justement vu que dans la gouvernementalité, il y avait cette espèce d'alliance, alors là, en un sens qui n'est pas le mien, entre la totalisation et l'individualisation. Et aujourd'hui, on est encore en plein dedans. La totalisation et l'individualisation, l'un n'excluant pas l'autre. C'est exactement ce qui se passe. L'individualisation, par exemple, en ce qui concerne justement les diagnostics, en ce qui concerne l'individualisation qui ne se fait pas à partir d'une rencontre entre quelqu'un qui est amené à élaborer un diagnostic à partir de ce qu'il entend, le patient, mais une sorte d'individualisation qui opère de façon quasi automatique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas exclusif d'une totalisation. Mais c'est l'articulation entre individualisation et totalisation qui me semble complètement à mettre de côté. Et c'est pas ce sens-là qu'on peut souhaiter voir reprendre quand on parle de la composition. Alors quel sens? Il y a un sens qui est physique, qui est la composition des forces, la composition des mouvements, etc. Ça peut être intéressant en particulier pour penser justement le rapport des forces alliées dans la façon dont elles se positionnent face à un même adversaire. Et c'est utile. Composition au sens là, oui, on peut parfaitement le reprendre et l'imaginer. Mais il y a quelque chose de plus important encore. C'est la composition, c'est ça, justement, le sens auquel je fais allusion en parlant d'un livre qui avait inscrit ce terme de composition au cœur de cette démarche. C'est l'idée d'une composition au sens d'une altération. L'idée que la composition, ce n'est pas quelque chose qui laisse les identités valoir pour elles-mêmes comme base. C'est au contraire quelque chose qui implique une altération d'identité, qui implique qu'on soit capable de remettre en cause les identités qui pourtant nous ont constituées. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, cette composition-là, que j'aurais tendance à privilégier du point de vue de la stratégie, elle implique qu'on renonce à une séparation, qui est commune d'ailleurs à la philosophie, à la psychologie, à une certaine forme de psychiatrie aussi. C'est la différence, vous savez, qu'on faisait entre l'éthique. L'éthique, c'est toujours une disposition à agir, et puis d'autre part, la pathique. La pathique, c'est le fait justement de la passivité. L'idée même, en philosophie, c'était même très péjoratif, puisque ça renvoyait au domaine des passions et donc au domaine de ce qui n'était pas maîtrisé. Et justement, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui relève de l'altérabilité réciproque. C'est une éthique et une pratique en même temps de l'altérabilité réciproque. Le fait d'être capable de se laisser altérer par l'autre. Le fait pour quelqu'un qui appartient à une certaine force de se laisser altérer par une autre force. Parce qu'entre alliés, si c'est vraiment une alliance, ça doit aller jusque-là. Sinon, ça ne vaut pas tellement la peine. Parce qu'on reconduit encore une fois des schémas qui sont très anciens, qui ont fait la preuve, malheureusement, de leur inefficacité et qui continueront d'être inefficaces dans la situation actuelle que nous vivons. Ce qui veut dire, donc, pour reprendre la question de l'institution et son dehors, on doit être capable de faire ce branchement entre le dedans et le dehors, pas pour réaliser une fusion, pas pour réaliser une association, pas pour réaliser un effacement de toutes les différences, pas du tout, ça n'est absolument pas le propos, mais pour faire en sorte justement que les alliances deviennent plus fortes, acquièrent une force qui soit vraiment supérieure à celle qu'elles ont pu avoir par le passé. Ça implique de notre part de penser quelque chose d'assez différent de ce qui prévalait justement en termes de stratégie. Ça implique notamment de considérer qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, alors peut-être plus d'un mouvement que d'une organisation. Et je ne sais pas de toute façon ce qui sortira, et ce n'est pas du tout mon propos d'essayer de pronostiquer de ces assises, mais il me semble que l'idée, non pas d'une organisation qui viendrait coiffer des collectifs, mais d'un mouvement qui laisserait leur place aux collectifs
une idée qui mérite de faire son chemin. Et un mouvement, il y a une formule que j'ai retenue de la lecture du texte de Lucie Psi, c'est une formule assez surprenante qui arrive comme ça au détour sans prévenir, qui est la formule remarquable, ce n'est pas un face à face, ce n'est pas nous et l'institution. Parce qu'il n'y a pas que nous et l'institution, il y a aussi le reste du monde entier. Et je trouve assez remarquable la formule, le reste du monde entier, qui est presque, bon, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du surajouté, quelque chose qui semble superflu et qui permet d'insister au contraire sur l'idée que le branchement entre le dedans et le dehors doit précisément servir l'ouverture au reste du monde entier. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Je vais passer la parole à Loïc pour la présentation du groupe. Donc je m'appelle Loïc, je ne sais pas comment vous appelez, vous êtes beaucoup, très impressionnant. On doit partager quand même quelque chose de commun, même si je ne sais absolument pas qui vous êtes, comment vous vous appelez, ce que vous faites dans la vie. Peut-être qu'on partage quand même quand on regarde le ciel étoilé, ça fait peut-être la même chose, voilà, c'est ce qui me rassure aussi, avant de commencer. Alors, vous avez dit groupe Psi, ce qui est assez drôle, c'est qu'on n'avait pas prévu de dire ça, mais qu'en fait, non, c'est jamais vraiment nommé. On a fait des sessions, on cherchait des noms pour nous nommer, on n'a jamais réussi. Donc, on est plutôt nommé par les autres, et par des noms qu'on a lancés un peu comme ça, mais des fois, c'est le réseau, ou le réseau Psi, ou groupe d'entraide et de soutien psychologique de la montagne Limousine. Voilà, c'est varié, et ça circule, et on ne maîtrise pas du tout comment ça circule et comment nous sommes nommés, finalement. Par contre, il y a quelque chose dont on n'est pas un peu très sûr, c'est où est-ce qu'on habite. Parce que c'est quand même assez déterminant sur ce qu'on fait. On voulait vous présenter un peu notre territoire. Voilà. Donc ça s'appelle la montagne Limousine. C'est à la frontière entre le pays d'Oc et le pays d'Oïl, traditionnellement. C'est couvert de forêts, c'est à 800 mètres d'altitude. C'est des villages entre 50 et 400 habitants qui sont espacés de 10 km les uns des autres, donc séparés par des prairies, des forêts, des tourbières, des rivières. Et ce qui fait que la tension, on n'est pas nombreux au kilomètre carré. Si on est 10, c'est bien déjà. Et un peu plus loin, il y a des villes un peu plus grosses qui font peut-être 5000 habitants, voilà, mais qui sont à 30 km les unes des autres. Et puis encore un peu plus loin, on a notre capitale départementale qui est Rennes, qui arrive peut-être à 10 000 habitants, 12 000. Et puis Limoges, alors, ville, l'ancienne capitale régionale, qui dépasse les 100 000 habitants, voilà. Et qui a 1 heure de route, plus d'1 heure de route déjà. Ça a été longtemps une terre d'émigration, très pauvre. Vous avez peut-être entendu parler des maçons de la Creuse qui allaient travailler loin. Il y a eu aussi toute la désertification rurale des années 60. Donc une terre pauvre où les gens partaient pour aller travailler ailleurs, où les parents disaient à leurs enfants dans les années 60, pars ici, il n'y a rien à y faire. Et puis aujourd'hui, une dynamique qui change avec les gens qui arrivent. Donc la population qui s'accroît par un solde migratoire positif. Et donc beaucoup de gens qui arrivent aussi avec des idées de s'inventer un peu une vie, de changer des choses dans leur vie, voilà, c'est assez marquant. Donc nous on évolue là-dedans. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que les services publics ils sont loin. Ils sont de plus en plus loin maintenant, ça s'accentue. Qu'au niveau santé, il faut facilement, pour avoir accès à un psychologue, à un psychiatre, enfin un psychiatre c'est encore plus loin, mais un psychologue ou un médecin, on peut facilement faire 1 heure de route, aller-retour pour aller rejoindre la petite ville où on va pouvoir accéder à ça. L'hôpital psychiatrique, c'est plus d'1 heure, les 2 hôpitaux où on peut aller. Donc ça veut dire que quand il y a quelqu'un qu'on connaît qui est là-bas, c'est pas rien d'aller lui rendre visite. Il y a un éloignement qui se crée, c'est un autre endroit, c'est un autre territoire que celui où on habite, là où sont les hôpitaux psychiatriques. Et concernant juste même les médecins généralistes, bon là j'ai l'impression que c'est un peu partout, mais la situation est précaire, voilà, on a encore accès aux médecins généralistes, mais il y a des départs en retraite, des gens pas remplacés, etc. Donc ça tient, mais ça manque. Ça veut dire qu'on peut toujours avoir accès à des consultations, mais d'avoir un médecin traitant qui nous connaît, qui nous suit dans la durée, et ben ça n'existe quasiment plus. Voilà. Alors on dit
que la dame, elle n'a pas l'air d'entendre ce que je dis. Bon. Ah, ça résonne. Alors, est-ce que là, c'est mieux comme ça? C'est dû à la salle. Bon, alors j'essaie de me mettre là et voir si ça change quelque chose. C'est ce que je fais, mais apparemment, on n'a peut-être pas toutes les mêmes oreilles, je sais pas. Et donc ce territoire qui est éloigné des services publics, mais qui longtemps aussi a été éloigné des lieux de pouvoir, des lieux d'organisation, en fait, il a une sorte de tradition que les habitants ils s'organisent pour répondre à leurs besoins, puisque ils n'ont pas accès à les satisfactions de leurs besoins qui sera organisées par l'extérieur. Et donc, depuis de nombreuses années, pour des gardes d'enfants, du covoiturage, même des médias, tout ça, les gens ils s'organisent pour le faire. Comment on peut distribuer la nourriture, il y a régulièrement une capacité d'auto-organisation de se saisir de nos besoins pour y répondre. Voilà. Un peu plus comme ça. Je ne sais pas ce que je dois conclure. Et en fait, là, ça s'appelle les assises citoyennes. Nous, là-bas, on ne se fie pas comme citoyens. Après, quand on veut construire des forces politiques, etc., je comprends ces termes-là. Nous, en fait, on est des habitants. Et c'est un peu comme ça qu'on se définit. C'est un endroit où on habite et un endroit qu'on habite. Voilà. Et qu'on partage cette communauté d'habitat avec les gens autour de nous. Et donc, ces gens autour de nous aussi, nous, quand on est arrivé, tout ça, il y avait peu de culture psy, finalement, parce qu'il y avait un milieu agricole traditionnel, etc., où aller voir le psychologue, ça ne nous traverse même pas, où c'est honteux, etc. Et où après, des gens sont arrivés aussi avec plus une culture militante qui, là, pouvait être finalement aussi assez... une posture très critique de la psychiatrie, pour toutes les raisons qu'on a entendues tout à l'heure, normalisante, au pire enfermante et maltraitante. Voilà. Donc nous, on arrive un peu dans ce... Enfin, ce qu'on va vous raconter après arrive dans ce contexte-là. Et donc c'est la fin des années 2000, et là il y a un événement qui cristallise l'émergence du thème des souffrances psychiques chez nous. Parce que depuis quelques années, il y avait 4 mouvements un peu comme ça qui étaient un peu sous-jacents et qui se sont cristallisés à ce moment-là. D'un côté, le premier, c'est qu'il y avait des gens qui arrivaient avec des projets de lieux d'accueil, qui avaient des formations d'EduxP, qui se posaient la question d'accueillir des enfants en difficulté sociale, mais aussi pourquoi pas en difficulté psychique. Il y avait des gens qui, je l'ai déjà mentionné, qui portaient une critique très forte de la psychiatrie. Il y avait des habitants dont on a fait partie avec Lucie qui étaient confrontés à des proches qui n'allaient vraiment pas bien, avec des idées suicidaires, des risques vraiment de passage à l'acte, et du coup se demander qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, comment on soutient, comment on sait quoi notre place, qu'est-ce qu'on peut faire, et du coup de chercher à comprendre c'est quoi les ressources qu'on a dans le coin, parce que nous, comment on va se dépatouiller avec ça. Et donc ces 4 mouvements, ça a conduit, enfin il y a la 4e, c'est plutôt qu'il y a quand même des médecins généralistes qui reçoivent des gens qui vont pas bien, qui prescrivent des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Donc on a ces 4 trucs-là qui existent, et Piwan, une association d'éducation populaire du coin, propose à ce moment-là de dire on pourrait faire 3 jours où on porte ce thème et on invite plein de gens avec des regards très différents et on regarde qu'est-ce qu'on a à se dire là-dessus, qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Et suite à ces 3 jours-là, où il y a eu quand même une centaine de personnes, des professionnels du coin qui étaient invités, des mouvements très antipsychiatriques qui arrivaient de l'autre bout de la France, voilà, c'était extrêmement varié. Et de là, il y a eu un peu 2 choses qui sont parties, comme ça, un peu parallèlement. D'un côté, ces habitants-là qui étaient confrontés à des gens qui n'allaient pas bien, qui se demandaient un peu qu'est-ce qu'on peut faire, qui voulaient un peu s'armer, parce que c'était un peu la découverte, les souffrances psychiques, maladies psychiques, qu'est-ce que c'est, etc. Et qui ont été sollicités des professionnels qui étaient venus à ces rencontres, donc qui faisaient preuve d'une certaine ouverture, pour essayer de mieux comprendre c'est quoi cette chose-là. Et du coup, il y a eu, d'abord ils ont été interpellés sur mais les médicaments, c'est quoi ces trucs que vous prescrivez, comment ça marche, etc. Et puis petit à petit, donc là il y avait juste une psychiatre et un psychologue, et petit à petit ce groupe il s'est étoffé parce qu'eux ils ont ramené des gens. La psychiatre elle a ramené ses internes, le psychologue des collègues infirmiers du CMP, il y a eu des... voilà. Et de notre côté, on a aussi ramené des gens, par exemple une naturopathe, quelqu'un qui faisait des soins en énergétique, une personne qu'on avait soutenue, on a essayé de montrer aux professionnels comment on l'avait soutenue en créant un réseau de soutien autour d'elle, que Lucie détaillera tout à l'heure. Et du coup, il y a eu des thèmes comme ça qu'on a abordés en se réunissant une fois par mois autour des psychothérapies, autour de l'approche naturopathique de la dépression, autour de différents thèmes. Et se sont créés petit à petit des liens de confiance entre nous
à cet endroit-là. Ce qui était assez drôle, c'est que c'était un espace informel, complètement informel de discussion. On se réunissait les uns chez les autres, dans les domiciles des uns et des autres en tournant. Et eux, ils voulaient surtout pas qu'on aille au début dans leurs hôpitaux et dans leurs CMP, etc. C'était comme si c'était un lieu d'espace d'analyse de pratique pour eux, quelque chose qu'ils n'avaient pas finalement là où ils travaillaient. Ils le trouvaient à cet endroit-là. Puis on détaillera un peu plus tard cette rencontre aussi, mais c'est bien qu'on vous raconte ce qu'on fait d'abord très concrètement. Voilà. Bonjour. Je continue du coup sur le concret. Donc le deuxième groupe, Loïc vient de décrire plutôt le groupe qui était composé de professionnels, alors même s'ils étaient d'horizons assez différents, on était quand même du côté des professionnels. Et il y a un autre groupe qui a démarré en même temps, qui était une partie des personnes qui avaient organisé ces rencontres qu'il a évoquées, et puis d'autres, des habitants, et autour de cette idée de qu'est-ce qu'on se sent en difficulté, impuissant face à tout un tas de traversées qu'on peut vivre les uns ou les autres sur le plan psychique, et on voit des personnes qui sont aussi des proches de personnes en souffrance, et on se sent tous entre eux. Faire quelque chose, c'est m'exposer au fait d'être avalé par la situation de cette personne, et ne rien faire, c'est insatisfaisant, puisque je suis dans la culpabilité d'être observateur. Voilà. Donc on était pris dans cette tension-là. Et on s'est vraiment réunis autour de il y a quelque chose à faire, et on n'a qu'à juste regarder ce qu'on est là aujourd'hui et ce qu'on peut faire avec ce qu'on a ici maintenant. Donc c'était assez basique, j'ai envie de dire. Quand je dis ce qu'on était, c'était vraiment, on est une petite dizaine, on a des vécus différents sur ce sujet-là. On a des dispositions qui sont à la fois communes mais aussi singulières et qui vont nous permettre de peut-être proposer quelque chose qui tiendra un peu la route, on verra bien, et surtout on ira demander de l'aide si on n'y arrive pas, et puis on était vraiment dans cette idée qu'il faut bien y aller, et puis on verra sur le chemin de quoi on a besoin pour avancer. Et ce qu'on avait sous la main, c'était quand même ce territoire que Loïc vient de décrire, donc avec plein de ressources, pas tant sur le plan professionnel, bien qu'avec les rencontres on commençait à voir qu'il y avait quand même des soignants qui étaient prêts à travailler avec nous, mais des ressources en termes de points d'appui. Donc ça peut être des lieux où des gens ont des jardins, fabriquent ceci ou cela et sont prêts à accueillir des gens. Ça peut être des réseaux, des formes d'organisation collective qui sont déjà en place, on va dire. Et aussi des individus qui simplement ont une sorte d'envie de soutenir son voisin avec, pas nécessairement d'organisation collective, mais juste une sorte d'attention à l'autre, qu'on savait être présente, et on était vraiment plusieurs à bien connaître le territoire, donc à pouvoir activer tout cet ensemble-là, y compris des gens qui ne se connaissaient pas entre elles, mais pour apporter une forme de présence à des personnes qui en auraient besoin, et nous les premiers éventuellement. Parce qu'il y avait toujours cette idée que ce qu'on fabriquait, c'était quand même à partir de ce que nous, on pourrait imaginer nous convenir si on se trouvait tombé dans un trou qui nous amenait à avoir besoin d'aide. Donc c'est vraiment à partir de cette idée-là, soit qu'on l'ait vécu, soit qu'on ait envie d'imaginer si moi je me trouvais en dépression là maintenant tout de suite, de quoi j'aurais besoin. Voilà. Donc on est parti de là. On n'a pas tellement eu le temps de réfléchir parce que les rencontres citées précédemment venaient d'avoir lieu, et donc on avait été identifié comme un groupe de travail qui réfléchissait à proposer quelque chose de concret. Donc les gens sont venus avec leur concrétude nous interpeller. Donc je vais vous donner un exemple, peut-être quelques jalons quand même de ce qu'on avait en tête, même si on n'a pas trop réfléchi, mais c'était quand même des petites évidences pour nous. Le fait qu'être plusieurs, c'était quand même nécessaire. Donc ce que je disais tout à l'heure sur la peur de se faire aspirer si on apporte du soutien à quelqu'un, on se disait au moins si on est plusieurs, on pourra à minima en parler, puis se répartir entre guillemets le poids, la charge, et peut-être la transformer en quelque chose qui pourrait se définir autrement que par précisément du poids et de la charge. Donc on avait cette idée avec à minima un binôme de soutien dans notre groupe. Donc déjà on était une petite dizaine. Quand on va vers des gens et qu'on est interpellé, qu'on se retrouve accompagné des gens, on y va à deux. Donc il y a au moins un binôme. Et puis tout ça s'inscrit dans une communauté plus large que j'ai décrite avant. Donc il y avait plusieurs niveaux de collectif, on va dire. Voilà, il y avait l'idée, un autre petit jalon qui nous faisait dire quand même on peut y aller, c'était
il faut qu'il y ait un petit peu d'extériorité. Donc certes, c'est les gens qui vont nous interpeller ont une certaine culture commune avec nous, c'est pas des gens, au départ en tout cas, c'est différent aujourd'hui 15 ans après, mais au départ c'était quand même des gens d'une communauté proche, c'était le bouche à oreille qui nous amenait à accompagner les personnes, et on était attentif à ne pas être au cœur de la... On essayait de trouver les personnes qui étaient le plus éloignées de la situation. Donc pas le premier cercle, pas les proches de la personne, qui sont pris affectivement et qui peuvent se retrouver dans des enjeux. Je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin. Un autre aspect, c'était le fait de... Il nous semblait qu'il fallait formaliser quelque chose, mais de très souple et minimaliste. Donc il fallait que la proposition d'aide soit identifiable, claire et fiable, mais aussi souple et contenante, quoi. Mais donc quelque chose de... c'est là qu'on a commencé à élaborer le quand on dit quelque chose, on le fait, et quand est-ce qu'on fait, on le dit, et essayer de tenir un peu de choses, mais les tenir vraiment. Voilà, donc cette espèce de petit formalisme, ça nous paraissait important, mais vous allez comprendre après dans l'exemple quelle forme ça prenait. Et puis le fait d'être toujours en lien avec ces idées vraiment d'intérieur-extérieur, toujours être en lien avec d'autres, que ce soit des professionnels, d'autres du territoire, des gens d'ailleurs plus loin encore, et d'avoir des espaces qui nous permettaient de se demander se demander ce qu'on fait quand on fait ce qu'on fait, et où est-ce que ça coince, et qu'est-ce qu'on peut améliorer, et où est-ce qu'on est en difficulté aussi nous, et voilà, avoir ces espaces de réflexivité. Je donne l'exemple d'une première interpellation, c'était pas la première dans l'histoire du groupe aussi, mais c'est celle qui nous a semblé un peu illustrée là aujourd'hui en peu de temps, donner à voir un peu ce qu'on fait. Donc c'est une personne qui doit avoir à ce moment-là pas loin de 40 ans, qui est seule avec un enfant et qui traverse une période de dépression importante, avec des idées suicidaires claires. Elle est donc seule, elle est seule, mais elle a un entourage, mais elle vit seule avec son enfant, et voilà, mais elle peut s'appuyer quand même sur des gens qui sont à ce moment-là complètement démunis, et c'est probablement d'ailleurs eux qui nous interpellent en premier lieu sur le fait qu'ils sont démunis quant à comment pouvoir l'aider. Elle travaille mais dans un boulot qui demande pas mal d'autonomie, d'indépendance, tout en ayant des collaborations. C'est dans le milieu culturel, c'est à la fois à distance, mais il faut parfois aller loin du plateau pour se réunir avec d'autres. C'est pas simple de ce côté-là non plus, et il y a une forme de précarité dans ce boulot-là aussi. Voilà, donc nous on la rencontre sur cette base-là, on la connaît de loin, mais pas forcément dans une proximité amicale, voilà. Et donc on va faire le premier entretien, j'insiste un tout petit peu sur ce premier entretien, même si ça va, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce premier temps, c'est simplement qu'il est constitutif, on va dire, de la suite de ce qui va se passer. Donc on arrive à 2, et puis on va, dans un temps qui peut être entre 1 heure et 2 heures, prendre le temps de demander à la personne ce qui se passe pour elle là maintenant tout de suite, donc ce qui est difficile, la forme que ça prend, mais de manière très concrète. On est vraiment sur j'ai des crises d'angoisse, ok, ça se passe comment, ça te fait quoi dans le corps, tu sais quoi les pensées qui te traversent, là, on est vraiment sur essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de repérer quand la personne arrive à le nommer, ce qui provoque cette anxiété, ce stress, cette situation de ces idées suicidaires, ces pensées-là. Est-ce qu'il y a des déclencheurs? On n'est pas du tout sur un travail de fond, mais parce que c'est pas ce qu'on sait faire et c'est pas l'espace pour, mais juste essayer de repérer avec la personne qu'est-ce qu'elle voit qui déclenche des situations vraiment de plus grande difficulté. On va regarder aussi le quotidien, le sommeil, les activités, manger, est-ce que c'est facile de manger, est-ce qu'il y a des problèmes d'aller voir des gens, des peurs qui surgissent, des choses vraiment du quotidien, pour essayer d'identifier quelle forme prend cette crise, ou en tout cas ce moment, cette traversée qui semble insurmontable. On va aussi regarder clairement qu'est-ce qui se passe du côté des idées suicidaires, est-ce qu'il y en a, quelle forme elles prennent, voilà. Et puis on va regarder aussi s'il y a des précédents, des crises qui ont déjà eu lieu, et comment la personne elle a pu mettre en place des stratégies pour continuer à avancer, et qu'est-ce qui lui a permis à d'autres moments de dépasser la difficulté qu'elle rencontre là.
Et voilà, et probablement d'autres choses aussi, mais c'est ce qui nous est venu là comme ça. Grosso modo, ça prend cette forme. Et puis on va, dans un deuxième temps d'entretien, essayer de repérer avec la personne quelles sont les ressources qu'elle sait avoir auprès d'elle. Donc ça peut être des personnes, mais ça peut aussi être des choses qu'elle sait lui faire du bien et qu'elle n'arrive plus à mettre en place aujourd'hui, mais qui, à d'autres moments de sa vie, même récemment, il y a plus longtemps, ont pu lui permettre de se remettre d'aplomb. Donc on va bien prendre en note tout ça. Et puis on va travailler avec elle à identifier qu'est-ce qu'on met en place là vraiment la semaine prochaine, demain, puis dans 15 jours, puis voilà, pour que quelque chose soit un peu contenant. Donc ça nous arrive d'être sur... là, il s'agit d'une hospitalisation, donc on va accompagner ça. Mais là, l'exemple que je vous donne, c'est pas ce qui s'est passé. Ça aurait pu, mais on a réussi à mettre en place avec elle, et c'est ce qu'elle souhaitait, le fait de pouvoir rester chez elle puisqu'elle avait un enfant et qu'elle avait envie de pouvoir assurer le quotidien. Donc elle arrivait très clairement, elle a identifié qu'il y avait le 18-20 heures qui était vraiment difficile avec la sortie d'école, aller chercher au périscolaire ou je sais pas quoi, et puis qu'est-ce qui se passe entre 18 et 20 heures quand on est épuisé, qu'on n'arrive plus à sortir de son lit ou quasiment, et qu'on a un enfant qui a à ce moment-là 3 ou 4 ans et qui fait son job d'enfant. Donc ça, c'était un premier temps qu'on a tout de suite mis en place, le fait que des gens puissent récupérer tous les soirs à l'école l'enfant et viennent au domicile de cette personne pendant 2 heures pour à la fois gérer le repas, ce moment de tension, et accompagner le coucher avec cette personne. Donc nous, on est le binôme, c'était Loïc et moi sur cette situation-là, on est deux, on n'a pas du tout l'intention d'aller passer nos soirées chez la personne, parce qu'on a aussi tout un tas d'autres choses à faire, et que ce qu'on fait à ce moment-là dans le groupe psy, c'est précisément ce rôle de binôme qui va être d'identifier tout ce que j'ai décrit précédemment, et puis de coordonner, de mettre en place l'organisation d'un soutien. Donc ce qu'on a fait nous, c'est plutôt activer des personnes qui étaient en partie choisies par elles et en partie proposées par nous, parce que voisines, parents d'enfants dans la même école, retraités ayant du temps, enfin divers cas. Et on a mis en place, donc il y a 5 foyers qui ont été repérés comme OK, à qui on a demandé de pouvoir passer un peu de temps en soutien à cette personne, et qui se sont relayés un par soir, et puis il y avait une organisation un peu différente le week-end, pour venir au domicile. Donc je vais vous passer les détails, mais progressivement, en gros sur une période de 3 mois, on est passé une présence chez elle 2 heures par jour, accompagnée aussi d'une présence au téléphone H24, enfin d'une possibilité d'activer par téléphone un rendez-vous avec nous qui était H24 pendant quelques semaines, mois. Et donc les gens se relayaient chez elle, et puis petit à petit on a basculé vers elle choisissait, si elle savait que ces personnes étaient de permanence, mais elle choisissait de les appeler ou non. C'est-à-dire qu'elle se sentait un peu plus de reprise d'autonomie, et elle n'avait pas forcément envie d'avoir tous les soirs des gens chez elle qui venaient la relayer. Donc voilà, petit à petit on est allé vers de moins en moins de présence. Il y a un moment où ça a été les personnes restaient disponibles, mais c'était elle qui allait chez eux si elle le souhaitait. Elle pouvait commencer à bouger de chez elle et être... Voilà, donc ça a progressivement bougé comme ça. On avait aussi travaillé avec elle dès le premier rendez-vous, qu'est-ce qu'il y avait comme suivi, qu'est-ce qu'elle avait déjà comme suivi. Donc elle n'avait pas de suivi psychiatrique, donc on l'a mis en contact avec la psychiatre avec laquelle on travaillait, mise en place d'un traitement. Elle avait envie d'aller vers des thérapies plutôt énergétiques, donc c'est ça qui a été organisé, avec dans les premiers temps l'accompagnement pour faire les trajets, parce qu'elle n'arrivait pas à conduire et que c'était trop... difficile pour elle. Pareil, c'était des gens qui ont accepté. Le principe, c'est de solliciter des personnes en leur disant est-ce que tu te sens de faire ça, aller faire des courses une fois par semaine avec cette personne, l'accompagner une fois de temps en temps à un rendez-vous, faire ceci ou ça, et oui ou non. Et on insiste vraiment sur le fait que dire oui, ça veut dire le faire vraiment, 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 jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nous dire je ne peux plus. Et que donc il vaut vraiment mieux, on résiste toujours aux personnes qui disent ah mais moi je peux venir tous les soirs de 16 à 22h, il n'y aura pas de problème, et puis au bout de 5 jours, finalement ça tient plus. Donc plutôt l'idée de répartir et d'être assez précis, nous on tient le cadre de vérifier que les personnes vont vraiment pouvoir être là, est-ce que ça leur va toujours, est-ce qu'elles souhaitent que ça change, est-ce que c'est devenu trop, on a aussi mis en place, vérifié avec elle, est-ce qu'il y avait des activités physiques ou pratiques qui pouvaient lui faire du bien. Donc, dans son cas, elle savait que la piscine c'était un truc super important pour elle, qu'elle avait pu faire en étant en ville, mais là on habite à 1 heure de route de la première piscine, donc c'était tout
tout un truc d'organiser ça. Donc on a envoyé sur nos réseaux locaux qui va à la piscine, quel jour. Donc elle savait précisément quelle voiture allait à la piscine, quel jour de la semaine et comment elle pouvait profiter du trajet et aussi d'aller avec d'autres faire cette activité-là. C'est des petits exemples, mais c'était pour donner à voir un peu la façon dont on organise la mise en place d'un réseau de soutien. L'autre, il faut que tu mettes sur où j'en suis là. Il faut peut-être conclure de manière à ce qu'on puisse discuter. Oui. Ça, c'était un exemple qui était assez lourd, mais des fois, c'est juste orienter quelqu'un vers un professionnel. Ou, voilà, il y a d'autres cas. Par rapport à la discussion là sur un peu les marges, le lien entre nous et les professionnels, ce qu'on peut... Alors, je vais retrouver, c'est page 4, voilà. En tout cas, ce truc-là, il repose sur plusieurs choses, sur une connaissance très fine de notre territoire. On sait où les gens peuvent aller, on sait où il y a des ressources, et cette proximité-là, eh ben, c'est parce qu'on habite ensemble au même endroit, et c'est hyper important. Voilà. Sinon, on ne pourrait vraiment pas faire ce qu'on fait. Après, Lucie, elle a donné quelques principes, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, répartir pour ne pas s'épuiser. Voilà, tout ça, c'est ce qui nous permet de pouvoir faire ça. Et je voulais juste terminer sur le lien qu'on peut avoir avec les professionnels, donc avec l'institution. Elle est très variable. Ça veut dire qu'on peut ne pas être reconnu par des gens qui ne nous reconnaissent pas comme interlocuteurs légitimes. C'est aussi des liens de confiance avec des généralistes, etc., qui nous permettent de faire des consultations où nous, on intervient aussi en deuxième partie de consultation. Ça peut aller jusqu'à participer à des réunions de débrief de staff hospitalier, où il y a la psychiatre, il y a des infirmiers, il y a des fois, on fait un point tous ensemble, en fait. Et nous, ça nous aide aussi à nous positionner au bon endroit, parce que des fois, on ne comprend pas qu'il y a des trucs bizarres, etc. Et on nous dit aussi que là, des professionnels nous appellent en nous disant là, moi, il faut que j'hospitalise, sauf si vous proposez autre chose. C'est pour dire le niveau de confiance qu'on a avec eux. Et tout ça, ça a été possible parce que la confiance est établie dans le temps très long au départ, qu'au départ, il y avait une ouverture des deux côtés. Qu'est-ce qu'on allait chercher chez l'autre? Sinon, il n'y aurait rien qui aurait pu commencer. Et aussi qu'on était sur du concret. Voilà, on n'était pas sur des idées, des principes, il y a telle personne qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait pour elle? Et je voudrais terminer là-dessus. On pourrait se demander un peu qu'est-ce qu'eux ils y trouvent, les professionnels. Donc, alors ils ne sont pas là pour le dire. Moi, ce que j'ai entendu de parole d'eux, en tout cas, il y a des généralistes qui disent pour nous c'est un relais. On sait que la personne quand elle repart, elle n'est pas isolée, elle n'est pas toute seule. Donc ils intègrent ça dans leur pratique. Il y a d'autres qui nous ont dit clairement c'est important que nous on se remette en question. Donc nous ne voyons pas très bien où est-ce qu'on les remet en question. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais en tout cas dans nos pratiques, dans ce qu'on faisait, il y a quelque chose qui, eux, les faisait stimuler intellectuellement, professionnellement. Mais ce sera intéressant de savoir exactement où. Il y a des gens pour qui ça faisait vivre l'idéal du secteur qui avait été complètement saboté par le retour à l'hospitalocentrisme. Et du coup, et même c'est un infirmier qui porte ça très fort, et là il a la retraite, du coup il a rejoint notre groupe. Parce que vraiment c'est ça qu'il porte, lui. Et nous, de notre côté, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire sans eux et sans elles. Voilà. Parce qu'on n'a pas les compétences, parce qu'on a besoin de des fois qu'il y ait des hospitalisations, et bien nous on ne peut pas faire ça. Voilà, des endroits où les gens ils peuvent s'en remettre complètement, ne plus avoir à réfléchir à comment ils se nourrissent, comment ils dorment, etc. Et il y a eu des endroits un peu, donc là c'est les endroits de friction justement, où se joue l'altérabilité dont tu parlais. C'est que à un moment donné, ils nous ont proposé certains de venir dans la maison des usagers de l'hôpital, qui est à 1 heure de chez nous, et dans du placo blanc avec des spots au plafond et tout ça. Et nous on dit, mais nous ça n'a pas de sens, c'est trop loin. Nous on est là sur notre territoire, et puis là-bas, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Et puis on avait un peu, est-ce qu'il y a de la récupération derrière et tout ça? Donc voilà, c'est pas non plus une histoire toute rose. Et puis nous on avait aussi, on a toujours en tête quand même qu'en milieu hospitalier, quand on envoie quelqu'un là-bas, on ne sait plus trop ce qui se passe. Donc on a bien en tête aussi quelque chose qui est de l'ordre de la... On sait qu'il faut déléguer à ça, parce que nous on ne peut pas le faire, mais c'est une délégation qui est critique. C'est qu'on se tient au courant de ce qui se passe, on appelle nos alliés dans l'hôpital pour voir si tout va bien, enfin voilà. Et donc c'est... Voilà, il y a de la confiance, mais en même temps, chacun est à sa place, et c'est très bien comme ça. Voilà. Okay. Minutes de discussion quand même. Oui. Mais donc là, cette phrase de cet infirmier qui dit ce que vous avez créé là vient manifester quelque chose
devait incarner quelque chose de politique de secteur, de réaliser en fait quelque chose d'une politique de secteur, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais, Lucie, les gens sont venus avec leur concrétude. On était dans des dispositions à la fois communes et singulières. On s'est dit ok, on se sent convoqué, on verra ce chemin faisant ce dont on a besoin, avec cette question de l'importance de l'extériorité. Je pense que ça vient vraiment tout à fait illustrer ce que tu disais, Pierre, de cette question de la disposition à l'altérabilité réciproque. Voilà, je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose ou si on passe la parole à la salle. Oui, Serge Claude du Parti communiste. Je voulais revenir par rapport à la proposition de Pierre. Alors, excuse-moi, c'est la première fois que j'entends ça. J'espère que je ne vais pas trop dénaturer ce que tu as dit, mais quand tu parles d'accepter d'être altéré par l'autre sans s'y dissoudre dans l'objectif de créer un mouvement, moi je partage complètement ce point de vue, mais je pense que justement par rapport à nos assises, ça pose la question de comment au printemps, on ne va pas se contenter d'être un amalgame de personnes qui essaient de résister justement, mais comment au-delà, on va aussi y intégrer ou réintégrer un certain nombre d'organisations syndicales, politiques, associatives, pour justement pouvoir peser sur le réel de la société et pas que à la marge. Je pense que ce sont vraiment, à mon avis, ce sont des enjeux qu'il faut qu'on débatte pendant ces assises, et que surtout, à la réunion du 23, on voit comment on va effectivement élargir notre assise. Je fais passer le micro. Oui. Je crois que c'est quel micro. Julia, je suis infirmière aux hôpitaux de Saint-Maurice, autrement dit Esquirol, et membre du collectif de défense de cet hôpital, enfin un collectif pour l'avenir des hôpitaux Saint-Maurice et les Murets. J'ai été particulièrement intéressée par les interventions, notamment celle de Pierre Dardot et celle de Psy que je connaissais déjà un petit peu, le fonctionnement. Ce qui me frappe en premier, c'est la question de l'échelle. Pierre Dardot a commencé par parler d'une internationale de l'extrême droite, et puis après on passe à l'échelle du secteur. Waouh! Voilà. Alors, du coup, j'ai quand même un petit peu envie de raconter ce qu'on fait. Nous, on a créé ce collectif il y a 1 an, et c'est beaucoup grâce au travail du syndicat en amont, qui a fait tout un travail de décortication du projet immobilier de l'établissement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent céder la moitié des bâtiments de la psychiatrie à Esquirol au privé lucratif, pour construire des bâtiments 3 fois moins grands sur un espace boisé classé. Donc décryptage du syndicat, réunion publique et création d'un collectif qui rassemble non seulement des soignants, mais aussi des patients, des associations d'usagers, des citoyens, des riverains et puis des élus. Voilà, donc un truc de composition comme ça qui est à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur, quoi. Beaucoup à l'extérieur, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus grand monde qui se syndique aujourd'hui, malheureusement, et que de toute façon, ce collectif, il ne pourrait pas survivre sans les élus, sans la population locale. Alors ça concerne beaucoup de villes du Val-de-Marne et 3 arrondissements parisiens, donc en fait de la population il y en a quand même. Et voilà, mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que je pense que cette force qu'on a dans ce collectif, c'est cette hétérogénéité-là qu'on arrive à rassembler. Que j'ai envie d'insister sur le fait que agir au niveau local, pour moi, c'est ça aussi, quoi, et c'est aussi grâce aux syndicats, quoi. C'est hyper important, et aux élus locaux. Et voilà. Je voulais juste dire, par contre, pour terminer, que même si c'est super ce qu'on fait, on a besoin d'argent, parce qu'on a engagé des frais juridiques, et qu'on a une cagnotte ici présente, on a un site internet, et si vous voulez nous soutenir, même avec 5 €, c'est déjà super. Voilà. Je suis Paola, je suis psychiatre dans un petit hôpital en Dordogne.
d'une ville peut-être que vous connaissez, Sarlat. Et j'interviens un peu en témoignage, mais aussi pour dire un petit peu ce que j'étais venue chercher ici, avec les notions de résistance et de créativité. La résistance, moi je l'avais compris un petit peu plus comme non pas une résistance au pouvoir, mais comme une résistance à l'extinction d'un soin, d'un accompagnement. Et j'étais à la recherche effectivement d'inspiration pour de la créativité à notre petit niveau. Du coup, je me retrouve assez dans ce que vous dites, à ce que dit Psy, parce que c'est ce genre d'intervention que je recherche dans notre petit secteur. Je parle d'extinction parce que prochainement, je vais me retrouver seule sur le secteur. Mon collègue va partir à la retraite. Très difficile de retrouver psychiatre, psychologue, voire infirmier motivé pour travailler dans un certain état d'esprit. Nous avons la chance d'avoir pu créer un CATTP, ce que je croyais impossible, alors que j'ai travaillé juste avant à Toulouse, où justement j'ai découvert que la psychiatrie de secteur, les prises en charge collectives étaient devenues de plus en plus compliquées à mettre en place. Et je me rends compte que dans notre secteur c'est encore possible, mais on a un autre problème, c'est qu'on n'a personne qui vient. Donc on se retrouve dans des dynamiques un petit peu différentes, c'est-à-dire que si jamais on ne trouve personne, comment créer avec le peu de personnes? Moi je ne suis pas une psychiatre qui vient d'université, donc du coup je me considère un peu comme une psychiatre aventurière, donc je n'ai pas un panel d'internes à côté de moi pour venir m'épauler. Et donc l'idée c'est de réussir à trouver des idées localement avec les personnes qui sont là et les personnes qui sont motivées. Donc c'est à ce titre-là que j'interviens. Alors, c'est moi qui parle. Je suis patiente du secteur 4 de l'hôpital des Murets. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit monsieur le philosophe, messieurs et dames les psychiatres, à savoir ce qui est frappant en psychiatrie aujourd'hui, et pour moi qui suis malade depuis 40 ans, c'est la régression, le renforcement des inégalités territoriales. Comme vous disiez, ce qu'ils nous font croire et ce qu'ils font concrètement sur le terrain, ce qui est fait concrètement sur le terrain, c'est du leurre. C'est pour ça que je suis effectivement pour trouver des alliances comme on peut. Je parle notamment dans les territoires un peu éloignés. Nous, on a tout le contraire en région parisienne. On n'arrive plus. Les malades, on ne sait plus où aller, on a besoin d'être hospitalisé, on n'y arrive pas. Voilà. C'est très compliqué. C'est très compliqué, je pense, à Paris, de jouer sur cet effort d'altération, peut-être. Maintenant, effectivement, il faut s'unir et pas se bourrer comment dire. Voilà, il faut savoir s'unir et avoir confiance en l'autre. Voilà. Bonjour, je suis Sonia Barna, psychomotricienne en PMI, et je vais rebondir sur ce que disait du coup la dame avant moi, la camarade. Effectivement, puisqu'on parle de régression et de vitrine dans les institutions publiques, je voulais aussi rebondir sur les propos de monsieur Tardo et donc partager avec vous quelque chose de très concret ce matin, qui
qui vient interpeller sur la question de la stratégie pour résister à l'ordre néolibéral et qui effectivement fait complètement fi des conditions sociales délétères, dégradantes pour de plus en plus de gens dans notre société. Là, je viens d'apprendre à l'instant par les réseaux sociaux, je trouve que c'est bien à l'image de ce qu'on est en train de vivre, Monsieur Cyrulnik, qui est donc le chantre des neurosciences et qui manipule sans réellement de fondement plus que ça, en tout cas qui est dans les petits papiers du pouvoir. Alors il faut savoir qu'en 2020, quand on était en plein Covid, M. Cyrulnik a dénoncé par une lettre ouverte la PMI comme pas à la hauteur des services à rendre aux populations et aux crèches. Il est allé faire les assises de la maternelle, enfin voilà, vendre sa soupe neuroscientifique. Ça c'était 2020, et là je lis ce matin même, donc vous savez que pour la pédopsychiatrie, en tout cas pour la pédiatrie plutôt, il y a eu les assises de la pédiatrie, et donc sur la question des enfants, puisque moi je suis en PMI, c'est mon champ, dans le rapport il y a que la PMI est considérée comme archaïque, comme ne répondait plus à ses missions évidemment, et donc ça y est, c'est officiel, elle va passer en maison des 1000 jours. Donc le concept clé de M. Cyrulnik, il a bien vendu, puisqu'il a fait partie de la commission des 1000 jours. Alors là, on voit bien comment le centre travaille bien à resserrer les rangs pour vraiment tout marquer. Donc je trouve que là, ce matin, moi je suis sous le choc, je l'ai appris il y a 20 minutes. Et donc clairement, ce que ça va vouloir dire, c'est que les PMI deviennent des maisons des 1000 jours, donc la tranche des 3-6 ans sort du champ de la PMI. Alors pour savoir depuis des années être en PMI que tout le travail qu'on fait justement pour les enfants qui sont en écart à la norme, que ce soit sur le champ de la santé psychique, mais aussi enfin voilà, de tous les troubles du neurodéveloppement, on a un mal fou à accompagner ces enfants entre 3 et 6 ans, et c'est justement pas la dimension tant psychique à proprement parler que la dimension sociale et psychosociale pour leur trouver une place, pour accompagner en fait leur inclusion en fait, et on voit bien que ça et que c'est toujours les familles les plus précaires, les plus en difficulté qui ont besoin de la PMI sur cette tranche d'âge-là. On voit bien comment, là on est en train de resserrer sur la vision. Alors c'est Michel van der Breuk en Belgique qui parle de ça, enfin vraiment les parents, l'approche néolibérale des parents, c'est-à-dire les classes moyennes, supérieures et moyennes, on va leur faire un petit cocon comme ça avec plein de petites vidéos très sympathiques sur toutes les bonnes pratiques de maternage, etc. On voit bien, faisant complètement fi de la dimension sociale, et en revanche, les couches populaires et précaires, donc celles qui ont le plus besoin de s'appuyer sur les services publics entre 3 et 6 ans, il ne va plus y avoir rien du tout. Donc voilà, je partage ma colère et mon choc avec vous. Et j'aimerais bien avoir votre réponse sur comment on fait pour résister. Merci beaucoup. Je pense qu'on ne va pas avoir les réponses tout de suite, mais c'est extrêmement important qu'il y ait cette polyphonie qui puisse s'exprimer. Est-ce qu'il y avait encore une question? Oui? Non? Et puis une dernière là, et je vais vous présenter ensuite un autre collectif. Oui, Catherine Zitoun, pédopsychiatre, 19e arrondissement à Paris. Je pose peut-être juste une question, j'ai bien conscience que le temps est court. Merci pour vos interventions. Et à Monsieur Dardot, c'était vraiment très intéressant. Mais si c'était possible de préciser dans le concret ce qu'impliquerait cette altérabilité dans des alliances, notamment dans le champ qui me préoccupe, c'est-à-dire la pédopsychiatrie. Est-ce qu'il s'agit d'effacer nos frontières entre, par exemple, l'éducation nationale, la protection de l'enfance, la pédopsychiatrie, ou est-ce qu'il s'agit de penser un portage commun? Je sais que ça peut être long, mais j'aimerais bien des éclaircissements. Oui, 2 minutes, parce que le maître du temps est à côté du veille, mais je crois que votre question est tout à fait centrale dans la mesure où c'était quelque chose du portage commun, de l'ordre du portage commun, à quoi je pensais. Et puis, de toute façon, dans les exemples concrets, ce qui a été dit à propos de l'expérience de Pipsi me paraît tout à fait évident, parce que c'est exactement ce type de maillage ou de portage qu'il faut avoir en vue. Je ne suis pas du tout de ceux qui opposent le local. Bon, j'aime pas trop le global.
Et la formule habituelle selon laquelle il faudrait penser globalement et agir localement me paraît assez creuse. Je ne vois pas tellement ce que ça veut dire. Mais en tout cas, agir globalement, ça ne veut rien dire. Donc on agit nécessairement de manière locale, on agit nécessairement localement dans le cadre d'un territoire, dans le cadre des territoires qui est plutôt un milieu de vie qu'un territoire au sens administratif. Et donc à chaque fois, en effet, c'est cette question du portage, de la façon dont on peut porter la fonction qu'on appelle euphorique, justement, et qui me paraît le plus important. Donc les alliances ne doivent pas être posées de façon abstraite, c'est en fonction des gens qui sont là, sur chaque endroit, chaque localité, chaque territoire, quels que soient d'ailleurs les a priori qu'on puisse avoir au début, à partir du moment où ils sont prêts à s'engager avec nous dans un effort qui relève d'une logique d'action commune. C'est ça qui me paraît absolument important et décisif. Le reste, c'est changeant, c'est nécessairement promis à varier, à changer, à se modifier, et l'altérabilité, c'est ça aussi. Donc à cet égard, il ne doit pas y avoir de tabou. Bien sûr qu'il y a des gens avec lesquels on ne peut pas s'allier, la question ne se pose même pas. Mais en revanche, savoir par avance les gens avec qui on peut s'allier, c'est une découverte qu'on est amené à faire, c'est pas du tout un schéma a priori. Et souvent on est surpris. Et si on est capable d'être surpris, à ce moment-là, on se laissera altérer. Sinon, non. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, tout simplement parce que il y a quelque chose, c'est pas une identité, mais c'est quelque chose, c'est un rapport à son propre désir qui fait que justement, on n'a pas à craindre l'altération par l'autre. Il est venu comme Alors bonjour, j'espère que ça va. Moi je m'appelle Tolten et en fait je viens faire des croquis sonores. Alors pour résumer en quelques mots, tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous. Donc le but c'est d'impressionner un peu la salle et de créer une ambiance de merde, comme ça personne ne parle, et on gagne du temps. Évidemment, on s'épargne des débats et des réflexions qui ne servent à rien. Alors depuis 2018, le printemps de la psychiatrie défend une psychiatrie et une pédopsychiatrie humaniste. 2018, on a vu éclore des luttes sans précédent, les blouses noires, Pinel en lutte, blousons noirs, les perchés, enfin autant de groupes qui auraient pu faire du rock ou du punk avec ce même slogan, No Future. Alors nous organiser collectivement est une nécessité, au-delà de la distinction des vécus, et sans doute sommes-nous tous concernés par le soin psychique, soignants, soignés, patients, impatients. Certaines et certains d'entre nous travaillent dans des lieux qui ne les rendent pas fiers, des lieux où ils ne sont pas frères, des lieux sans fraternité. D'autres, peut-être, souhaitent partager le merveilleux de ce qui se passe dans leur institution. Certains sont pris en charge, parfois maltraités d'un trait, l'histoire effacée pile ou face des traitements, des mensonges, des songes déments, des messages, des sages messages que les anges dérangent parfois quand les voix aboient des insultes. Le délire parle à celui qui l'écoute, parce que pour reprendre ce que disait Umapsi, on veut de l'écoute et pas que des gouttes. Donc le printemps de la psychiatrie et le collectif des 39 défend les psychologues qui sont mis au pas avec cette tentative de créer un ordre des psychologues, qui imposera des contenus au lieu d'offrir des contenants. Donc la souffrance psychique est un dysfonctionnement organique comme les autres, évidemment. La psychiatrie est-elle une maladie comme les autres? C'est un peu comme la cancérologie finalement. Plus on diagnostique tôt, plus on peut traiter par chimiothérapie ciblée et pour une guérison efficace. Mais comme on entend souvent, comme l'a dit cette personne que m'a rapporté Patrick Chenla, peut-être qu'il vaut mieux être bien soigné que mal guéri. Alors ça, c'est évidemment... c'est pas fondamental. C'est pas une montagne de l'entendre, de tendre vers le think-tank de l'Institut Montaigne. Alors face à la tarification de l'activité, nous sommes libres. Libres d'obéir, bien sûr. Alors il y a une bataille culturelle contre le lobbying scientifique. Obéir n'est pas soigner, se soigner n'est pas obéir. Par exemple, mettre un pyjama bleu sur la tête pour s'en faire un casque. C'est une manière de se protéger, d'être un casque bleu finalement. Alors les aboyeurs de voix hurlent leur colère des deux côtés de la blouse blanche. Ceux qui tirent les ficelles de la bourse sont à plaindre, car ils n'y comprennent rien. Ils n'y comprennent rien à ce que soigner veut dire. Soigner, c'est être là pour les anniversaires, c'est prêter son parapluie, c'est s'asseoir au coin dans le lit, c'est écouter Snoop Dogg, c'est se taire et tendre des mains, entendre et s'asseoir à côté, entre la douche et la clope de 10 heures, prendre quelqu'un dans ses bras et dire merde à la distance.
c'est se faire tirer le tarot, c'est de la confiance et des insultes, la perte de contact, la perte des regards, des échecs brûlants, des petites victoires, des fugues, des blessures, des miracles d'un sourire, boire de la soupe et rire des moustaches et se dire qu'un soupir dans le silence, c'est beau. Si on prend pas sur la psychiatrie, c'est tout un pan de la société qui va disparaître. Attention, il y a des pickpockets dans la salle, prenez garde à vos micros, hein. Les micros disparaissent. Alors, Pierre Dardot a écrit un texte assez lourd avec des redoublements de conjonctions et des redondances qui sacrifient à l'élégance. Alors bien sûr, il peut se le permettre car Pierre est quelqu'un d'élégant, hein. Je ne parle pas de son élégance naturelle, mais bien sûr de l'élégance de sa pensée. Alors par exemple, résister et créer, on peut l'écrire avec conjonction ou avec un verbe, hein. Quel verbiage, hein. Et c'est le S change, hein. Le S change tout, hein. Le S de sujet bien sûr, mais le S entre le E et le T, hein. Peut-on résister sans créer? Peut-être, mais peut-on résister sans crier? Sûrement pas. Lors des congrès Vox à Madrid, il y avait Javier Milei, Cast, Bolsonaro, et ils ont commencé à créer une internationale fasciste, hein. Alors Pierre Dardot propose de s'en inspirer, hein, pour créer une internationale de la psychiatrie, hein. Alors évidemment, il y a le recours à la GGN, qui est finalement un savoir-faire bien français de chez nous, hein. On peut parler de la French Touch. Alors voilà, c'est un nouveau concept, la gouvernementalité algorithmique, hein. Alors il y a eu la police prédictive et la justice prédictive, maintenant l'éducation prédictive. Vous savez ce truc-là, je ne me rappelle jamais le nom, là, quand les lycéens, à la fin, ils doivent s'orienter, ils font un truc... Hein, c'est ça? Parcoursup, voilà. Merci. Bon, alors bientôt la psychiatrie prédictive. Alors Dardot pense qu'il faut reconsidérer nos alliances. Alors, alliance bien sûr, vous savez, le syndicat de police. Alors Loïc se dit qu'on est nombreux et qu'on ne connaît pas tous nos prénoms, évidemment. Alors, mais par contre, il y a un point commun, c'est quand on regarde les étoiles, hein. Mais oh, et Loïc, à Paris, il n'y a pas d'étoiles. Alors le collectif aux 1000 noms, que l'on nommera le collectif Psy pour faire simple, se situe sur le plateau des 1000 vaches, dans un territoire qui est à la pointe, qui a 20 ans d'avance sur tout le reste du territoire, hein. C'est-à-dire un territoire sans médecins, sans psychologues, sans hôpitaux. Ils s'auto-organisent, hein. Alors, c'est pas des citoyens, évidemment, c'est des habitants. Alors, Lucie nous parle d'une dame en grande difficulté et il cherche 5 foyers pour venir au domicile de cette dame, notamment pour venir chercher sa fille. Mais ça serait pas une délégation de service public, ça? Alors quand je vous disais qu'ils avaient 20 ans d'avance sur le reste du territoire, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que leur credo, justement, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Alors là, c'est pas tout à fait le service public, ça. Alors en fait, le collectif aux 1000 noms, le collectif Psy, c'est un peu un travail de secteur. Et puis Serge Klopp se présente, Serge Klopp du PC. Moi j'ai toujours cru que t'étais Mao. Alors, on parle des différentes échelles de l'international au secteur, hein. Une dame qui travaille en Dordogne nous dit qu'elle n'est pas une psychiatre d'université. Alors en fait, vous nous dites que vous n'avez pas de diplôme, c'est ça? Mais comme on dit Notre-Dame, il faut savoir s'unir et se faire confiance, hein. Et pour conclure, ah oui, voilà. Après le plateau des 1000 vaches, la maison des 1000 jours. Merci. Alors, on va accueillir une troupe de théâtre bruxelloise qui s'appelle L'Appétit des Indigestes, qui écrit collectivement des pièces et qui questionne la frontière entre folie et normalité, et vous le retrouverez dans l'atelier 6. Ouais, ça marche. Et regarde, chérie, anosognosie, théâtre politico-thérapeutique. C'est quoi ce truc? Une mise en scène de Mère Teresa? Ça doit être divertissant, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir des schizos en vrai, tu crois qu'on les reconnaît? Oh, c'est comme le SDF, les fous, ça se camoufle mal. C'est l'occasion de participer à une bonne œuvre. Ça doit être bon pour eux. Ça change pas grand-chose à leurs problèmes, mais au moins ça les occupe. Ça me fait peur. Toi qui sont violents? Je trouve que notre société refoule la violence. C'est important de la mettre en scène pour l'exorciser. Je vais te dire un truc, madame l'exorciste. Je préfère les voir faire du théâtre ou de la pâte à modeler plutôt que de hurler dans les rues. Et puis, ils sont entourés par des professionnels. Si ça dérape, je suppose qu'ils ont les injections en coulisses.
possibilité qu'un comédien pète un câble, cette incertitude dans le spectacle, je trouve ça absolument fascinant. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. On va avoir une décompensation en direct. Allez, je garde 10 € pour le prix libre, au cas où. Toc toc toc. Oui, c'est quoi? Vous êtes bien Monsieur Renaud? Oui, c'est moi. On peut entrer un instant? C'est pourquoi? C'est un peu délicat d'en parler sur le pas de la porte. Vous n'avez peut-être pas le temps. Si, j'ai tout mon temps. Entrez, asseyez-vous. Faites pas attention aux désordres. Voilà, nous avons une proposition à vous faire. Ah oui? Quelle proposition? Un travail. Ah ben ça m'intéresse, je suis au chômage. Oui, ça vous êtes au chômage. Et le travail que nous vous proposons ne serait pas rémunéré. Ah, un travail bénévole alors? C'est ça. Vous êtes assistant social, vous voulez m'occuper? Pas du tout. Nous travaillons pour le gouvernement. Et vous voulez que je travaille pour le gouvernement, un travail bénévole? Exactement. Nous vous proposons le poste de Premier ministre du prochain gouvernement. C'est une blague. Pas du tout. C'est très sérieux. Voici nos cartes. Voyez-vous, toutes les personnes qui travaillent pour le gouvernement vont être bénévoles. Tous les députés vont être bénévoles. Nous-mêmes qui vous parlons sommes bénévoles. Vous comprenez, l'ancien système ne marchait plus. Mais nous avons remarqué que les associations gérées par des bénévoles fonctionnaient très bien. Et donc, nous avons décidé que le gouvernement deviendrait une association. Voyez-vous, le problème dans le pouvoir, c'est le pouvoir. Les gens qui aspirent au pouvoir sont malades. Ils ont la maladie du pouvoir. Ils veulent dominer. Et de là découlent tous les problèmes de notre société. Vous n'avez jamais exercé le pouvoir. Vous n'avez jamais été attiré par le pouvoir. Vous n'êtes pas un homme de pouvoir. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous nous intéressez. Est-ce que vous savez que je suis fou? Nous sommes parfaitement au courant. Vous êtes psychotique, bipolaire et maniaco-dépressif. Et c'est encore une des raisons pour laquelle vous nous intéressez. Vous comprenez, notre société est devant un mur. Nous avons besoin de nouvelles idées. Des idées originales. Des idées folles. Vous savez, il y a plus de fous que vous le croyez. Tout le monde fait semblant d'être normal. Mais la folie est partout. Nous-mêmes qui vous parlons, nous sommes complètement folles. Mais nous le cachons. Nous le cachions. Car dès demain, et nous l'espérons avec votre aide, la folie va devenir obligatoire. C'est une blague. Ce que vous me dites là, c'est une blague. Non, non, pas du tout. Notre proposition est très sérieuse. La folie ne sera pas obligatoire. C'est là que nous blaguions. La folie ne sera pas obligatoire, mais elle sera fortement encouragée. Encore une chose, j'aime les femmes, j'adore aller au but. Votre vie n'a aucun secret pour nous. Nous savons que vous buvez également volontiers et que vous ne refusez pas un petit pétard de temps en temps. Vous avez des défauts, et c'est tant mieux. Vous savez, l'homme est loin d'être parfait. Et selon certains, ils seraient même fondamentalement mauvais. Et donc, il est souhaitable que celui qui les gouverne soit un peu comme eux. Dans l'histoire, les idéalistes au pouvoir se sont révélés les plus grands tyrans. Hitler, Staline, Napoléon étaient des idéalistes. Restez avec vos vices. Arborez-les, soyez-en fiers. Mais j'y connais rien en politique. Vous apprendrez vite. Et puis vous serez aidés. Nous attendons de vous des idées originales. Nous pensons que vous n'en manquez pas. Et ce serait pour combien de temps? 6 mois. Voyez-vous, le pouvoir corrompt. Et nous pensons que dans 6 mois, vous serez corrompu. Et vous serez remplacé par un autre fou. Ça ne manque pas. Surtout si la folie n'est plus un tabou. Écoutez, je vais réfléchir. C'est ça, réfléchissez. Gardez nos cartes. Et rappelez-nous quand vous aurez pris votre décision. Nous vous laissons une semaine. C'est une occasion qui ne se reproduira probablement jamais dans votre vie. La nation a besoin de vous. Pourquoi dites-vous que vous êtes fou? Parce que c'est plus simple. Mais un fou ne dit pas qu'il est fou, il n'en sait rien, ce sont les autres qui voient qu'il est fou. Eh ben moi je le vois aussi. Si vous le voyez, si vous en avez conscience, vous pouvez l'empêcher. Eh ben non. Je vois que je suis fou, c'est-à-dire je vois des choses qui n'existent pas. J'entends des voix qui n'existent pas. Je sais qu'elles n'existent pas, mais je les vois et je les entends. Alors pour moi, elles existent. Le problème, c'est que vous n'entendez rien. C'est que vous ne voyez rien. Et quelque part, je suis convaincu que vous voyez et vous entendez comme moi, mais vous savez que c'est impossible. Alors vous dites, non, vous ne dites rien. C'est ça le problème. Votre univers est tellement cartésien que si vous arrive quelque chose d'anormal, vous le niez. Mais quelque part, ce que je dis, ça vous intéresse? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Vous avez raison de dire que ça m'intéresse. En fait, vous m'intéressez. Je dirais même plus, je vous aime. Vous
vous touchez ma partie sombre, celle dans laquelle j'ai souvent peur de me perdre. Pourtant, j'aime me perdre. Je vous préviens, mon but est de vous tarder suffisamment pour ne jamais retrouver votre chemin. Mais à quoi ça peut vous... Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Une compagne? Vous savez, depuis que je suis fou, je suis très seul. Et ça n'a pas d'importance. Je ne cherche plus à convaincre personne. Je n'ai pas les bons mots. Je ne sais pas parler sans que ce soit chiant. À partir de maintenant, je vais me taire. Attendre que ça vienne de vous. Moi, je suis prêt. Vous êtes prêt pour quoi? Pour le petit soir, le petit jour, le petit changement. Ce moment où les hommes se regarderont comme les fous se regardent entre eux. Mais les fous, ils se regardent comment? Avec tendresse. Quand j'étais en psychiatrie, je devais prendre des médicaments qui avaient des effets secondaires terribles. J'ai gonflé comme une baleine. Un jour, j'ai regardé un corps laid, gonflé. Une baleine échouée sur un lit d'hôpital. Je l'ai regardée et je me suis dit, c'est une femme. Elle est tellement laide, elle est vieille. Et puis l'infirmière est rentrée dans la chambre et elle a dit, alors Roxane, bien dormi? Elle s'adressait à ce corps monstrueux. Et là, j'ai compris que c'était le mien. J'ai voulu hurler, mais rien. Aucun son n'est sorti de la baleine. Le psychiatre a dit... Vous devez vous aimer. Je lui ai dit, sérieusement, docteur Gaillet, si vous aviez ce corps, vous l'aimeriez? Il n'a pas répondu. Alors j'ai commencé à refuser les médicaments. À chaque fois qu'on m'a administré de force une injection pour me calmer, j'ai vécu comme un viol. On violait le cerveau. J'étais pénétrée involontairement et après je me sentais sale et coupable. Quand j'ai expliqué ça au psychiatre, il m'a dit... Votre corps, ce n'est pas vous, Roxane. Le corps, c'est du domaine de l'avoir. Vous avez un corps. Vous n'êtes pas un corps. J'ai pas compris. Plus tard, mon corps a commencé à déconner. Je me réveillais et mes yeux n'étaient plus à leur place. Ils se rapprochaient ou ils s'éloignaient. Et puis j'ai commencé à avoir des tout petits trous dans la peau. Plein de petits trous, à peine visibles, et qui grandissaient pendant la nuit. Quand j'en ai parlé à mon psychiatre, il m'a diagnostiqué une psychose. Après, l'ergothérapeute m'a demandé de me dessiner. Alors pour pas qu'elle voie les petits trous dans ma peau, j'ai dessiné ma sœur. Elle n'a pas vu la différence. Elle avait l'air contente. Et à force de pouvoir dessiner ma sœur à chaque séance, j'ai fini par sortir de l'hôpital psychiatrique. J'ai toujours des petits trous dans la peau, mais j'en parle à personne. Bravo.